Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette dernière vidéo d'une série que j'ai démarrée l'année dernière. Je suis un petit peu désolé pour le temps d'attente entre le dernier épisode et celui-ci. Mais voilà, on y arrive enfin. Nous allons parler de ce pourquoi j'ai démarré cette série de vidéos. Nous allons parler du fumier. Et à l'origine, mon idée, en démarrant cette série de vidéos et en terminant avec celle-ci, c'est de vous inviter à trouver une source de fumier, en tant que jardinier, une source de fumier d'herbivores. Vous allez voir pourquoi. Donc, par fumier d'herbivore, j'entends le fumier de bovin, donc de vache, le fumier de cheval, le fumier de chèvre, le fumier de mouton et le fumier de lapin. Quelle que soit en fait votre manière de jardiner, peut-être que vous avez adopté des manières de jardiner avec du foin, sur paille, sur BRF, sur du gazon, etc. Enfin, du gazon coupé là qu'on vient étaler sur le sol, etc. Peu importe votre manière de jardiner, de toute façon chacun fait avec ce qu'il a. Mais ce que je vous invite à faire quand même de temps en temps, c'est de remettre un petit peu de fumier, pas forcément en quantité, mais voilà, de trouver un petit peu de fumier. Et puis, voilà, de temps en temps, vous en remettez dans vos parcelles. Et puis, ça va jouer un rôle très intéressant sur les sols. Et justement, c'est avec cette vidéo que vous allez comprendre pourquoi le fumier, c'est quelque chose qui va apporter à votre sol ce que d'autres types de matières organiques, comme le BRF, comme le foin, la paille, ne pourront pas apporter en fait. Le fumier, c'est un petit peu un ingrédient magique, qui n'est pas si magique que ça, on va comprendre pourquoi, mais qui permet de redynamiser, si on veut parler avec des grands mots, votre sol et de vous approcher de ce qu'on cherche à avoir avec les sols, c'est-à-dire un sol où s'exprime la vie, un sol très vivant. Et donc, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, le fumier, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre des végétaux matures, et c'est très important ce mot de végétal mature, et des déjections animales. Et donc, je résume ça par des végétaux matures et du caca, parce que justement, on va mettre la partie urine, la partie liquide, un petit peu de côté. C'est justement ce qui pose un petit peu problème, on va dire en élevage de manière générale, et avec le fumier, on va surtout s'intéresser aux déjections solides. Donc ça, c'est ce qu'on a tous en tête quand on parle de fumier. Donc des végétaux matures, c'est facile à comprendre, c'est par exemple de la paille de céréales. Donc la céréale, elle atteint sa pleine maturité, on vient la couper, on récolte le grain, et puis il reste les pailles, et les pailles vont être utilisées en litière sous les animaux. Mais il faut savoir qu'à travers l'histoire, et puis encore dans certains pays du monde, sous les vaches ou sous les animaux, dans les étables, dans les bergeries, etc., ce qu'on va venir mettre sous les animaux, ça va être par exemple de la fougère. Dans certaines régions de France, plus par le passé, peut-être encore dans certaines fermes aujourd'hui, mais plus par le passé, on fauchait des fougères en fin de saison, donc des fougères matures, et on les amenait dans les étables pour les mettre sous les animaux pour faire la litière. Et par exemple ici, j'ai une voisine qui, lorsqu'elle était jeune, se souvient d'avoir été ratisser des feuilles de châtaignier, donc des végétaux matures, c'était des feuilles mortes tombées avec l'automne. Elle allait ratisser ça, elle mettait ça dans un grand filet, et puis elle ramenait ça à l'étable, et c'était disposé sous les vaches en guise de litière. Donc vous voyez, on peut imaginer tout un tas de matériaux, de matières organiques à utiliser en litière, mais à chaque fois, c'est quand même des végétaux matures. Je rappelle rapidement pourquoi est-ce qu'on ramène des animaux dans des étables ou dans des bergeries dans un pays comme la France et dans tout un tas de régions de l'hémisphère nord. C'est parce qu'on ne peut pas laisser les animaux toute l'année dehors pour différentes raisons. Ça peut être pour une question de portance des sols, donc des sols qui en hiver deviennent un peu humides. Si vous laissez des vaches dehors, en fait, avec le poids, elles vont écraser le sol et puis elles vont finalement chasser l'air et chasser l'oxygène des sols. Et année après année, votre prairie, elle est de moins en moins productive puisque justement la vie des sols dispose de moins d'oxygène. On avait vu ça dans les épisodes précédents. Et donc, on va dégrader la prairie. Et donc, dans des régions où on ne dispose pas de sol portant en hiver, eh bien, on ramène les vaches dans des étables. Et puis, vous avez les régions de montagne où il y a de toute façon ça de neige pendant plusieurs mois. Donc, on met les animaux à l'étable pour les nourrir, etc. Et donc forcément, une fois qu'on ramène un animal à l'intérieur, il faut de la litière. Il faut que l'animal reste propre, il faut que toutes ces déjections puissent être évacuées. Et donc, quand une bouse va venir se coller comme ça dans de la paille ou dans des feuilles mortes,
etc. Après, on va pouvoir venir prendre ça à la fourche et le sortir de l'étable et puis ramener de la paille propre, etc. Et il y a un roulement comme ça sur la litière où on évacue la litière sale et puis les animaux restent propres, restent en bonne santé, etc. Dans un des épisodes précédents, je vous disais que on va justement s'inspirer de la nature, on va regarder comment fonctionne la nature au sens de la nature sauvage. Alors appelez ça comme vous voulez, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas on imagine une nature sans être humain. On va regarder deux systèmes, deux écosystèmes, la forêt et la prairie. On va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que les sols dans ces systèmes-là mangent, et on va se rendre compte que quand on apporte du fumier à un sol, eh bien on ne fait pas une grosse bêtise. Donc je vais vous dessiner deux écosystèmes différents. Vous avez d'un côté la forêt, puis on va imaginer ici une prairie. Voilà, ça ce sont deux écosystèmes qui peuvent exister sur Terre sans l'être humain. Alors attention, là je vous demande un petit effort, c'est d'imaginer une forêt primaire, hein, une forêt avant que, par exemple, on la défriche en France, donc avec des grands chênes, des grands hêtres, hein, vraiment une forêt primaire dans laquelle l'homme n'aurait pas eu d'impact. Et ici, lorsque je parle de prairie naturelle, attention, vous oubliez complètement le vert pâturage français. Je vous demande d'imaginer les steppes de Mongolie, ou les grandes prairies à bisons américaines, ou la savane africaine, hein, là où se déplacent les zèbres et les gnous pour aller manger l'herbe, etc. Hein, ces grandes étendues où il n'y a pas beaucoup ou pas du tout d'arbres, où des herbivores vont se déplacer, hein, ça c'est la prairie, on va dire, sauvage. Une prairie verte telle qu'on en a en France, en fait, ce n'est pas une prairie, en réalité c'est un champ cultivé. C'est un champ cultivé où on cultive de l'herbe et sur lequel on a mis des vaches. On avait vu qu'un sol agricole, que ce soit un sol labouré ou pas labouré, ou une prairie, c'est une construction de l'homme, c'est un sol artificiel qui n'existerait pas sans l'homme. Si l'homme disparaît, les prairies que vous voyez en France, c'est fini, d'accord? Ça reviendra à ça. Mais donc on s'imagine là-dedans, l'être humain n'existe pas, et puis nous, ce qui nous intéresse, là, depuis le début de cette vidéo, c'est surtout de nous intéresser au sol. Qu'est-ce que le sol, lorsque l'homme n'existe pas, qu'est-ce que le sol mange dans la nature? Eh bien, dans une forêt, comme ça, en climat tempéré, l'automne arrive, qu'est-ce qu'il se passe? Les feuilles mortes tombent sur le sol. D'accord? Donc le sol, on voit qu'il mange quoi? Il mange des végétaux matures. Et puis, vous allez avoir des petites branches aussi qui vont tomber, etc. Mais tout ça, ce sont des matériaux, encore une fois, qu'on peut qualifier de matures parce que ça contient beaucoup de lignine, beaucoup de fibres difficiles à digérer. Hein. On avait qualifié ça de fibres assez difficiles à digérer. Et donc, c'est ça, en fait, qui va principalement tomber sur le sol. Donc, le sol, de manière générale, dans ce système-là, il mange quand même, il est bien habitué à manger des végétaux matures. Lorsque je dis que le sol est bien habitué à manger, je vous parle de tout ce cortège d'animaux, hein, de microbes, et même pas que des microbes, les petits insectes, etc., qui sont typiques de la vie des sols. Hein, ils ont coévolué avec tout ce système-là, et donc ils sont bien adaptés. Hein, les sols sont bien armés pour dégrader des végétaux matures. Dans ce système de prairie, bah, en général, bon, dans une prairie, ce sont des espèces de graminées là, qui vont pousser, qui vont faire des petites graines, hein, si on n'y touche pas, si on les laisse faire leur cycle. Et puis, ben, les graines vont tomber. Et puis, qu'est-ce qui va tomber aussi au sol? Il va y avoir les pailles et les feuilles en fin de saison qui vont, au cours de l'hiver, venir se coucher au niveau du sol. Et puis, l'année suivante, la plante va régénérer son feuillage, va refaire des feuilles vertes, des tiges, etc. Mais de la même manière, vous allez avoir ici une litière, finalement, de végétaux matures. Et puis, on va rajouter un animal. Depuis l'année dernière, je n'ai toujours pas appris à dessiner, comme vous pouvez le constater. Donc là, on imagine un herbivore, hein, ça peut être un bison dans une prairie américaine, ça peut être un gnou dans la savane africaine, etc. Un cheval dans les steppes mongoles. Et cet animal, lui, il mange quoi? Il va plutôt manger des végétaux jeunes. Hein, et c'est pour ça que les animaux font des grandes migrations à travers le continent africain, par exemple, parce qu'ils vont toujours chercher les verts pâturages. Hein, eux ne mangent pas de la vieille herbe toute dure, pleine de lignine, parce qu'eux aussi, ils recherchent les nutriments, ils recherchent l'azote, ils sont plutôt habitués à digérer de la cellulose. Hein. La lignine, c'est quelque chose que les herbivores ne digèrent pas. Donc eux, ils vont s'intéresser à la petite herbe verte. Et puis ça, ils vont le manger.
Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, bon, il y a aussi de l'urine, mais comme je vous dis, on va mettre ça un petit peu de côté, mais en gros, leur déjection, donc tout ce qui va sortir de la vache a été fabriqué à partir de ce qu'elle a mangé. Ça, c'est facile à comprendre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour se retrouver au sol, cette petite herbe jeune, elle passe toujours par un système digestif animal. Et là, j'ai représenté un gros animal, mais on peut imaginer une sauterelle dans cette prairie, là, une petite sauterelle là, qui mange un végétal jeune. Pareil, les sauterelles, elles ne s'intéressent pas aux vieilles pailles, elles s'intéressent à l'herbe toute tendre. Et puis, la sauterelle, elle va aussi faire des déjections. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que dans une nature où l'homme n'intervient pas, qu'est-ce que les sols mangent principalement? Des végétaux matures et des déjections animales. Et ici, d'ailleurs, forcément, sur mon dessin, j'ai dessiné que des arbres. Mais dans une forêt primaire, il faut imaginer tout un tas d'animaux. Il y a des oiseaux, il y a des insectes, il y a des cerfs qui se baladent dans la forêt, etc. Il y a aussi des animaux. Et de la même manière, cette végétation verte, par exemple, on imagine une chenille qui mange une feuille de chêne. Cette chenille se fait ensuite manger par un oiseau, etc. Et vous comprenez bien que cette feuille de chêne, finalement, personne n'est venu la couper pour la jeter au sol. On va y revenir là-dessus. La végétation verte, elle sert toujours d'aliment à des animaux et elle finit toujours sous forme de déjection. Et là, justement, je veux pointer du doigt un truc, c'est que nous, les êtres humains, quand on prend la tondeuse et qu'on va récolter de l'herbe jeune et tendre, et puis qu'après on va l'utiliser au jardin, ou qu'on fait des engrais verts qu'on va venir détruire jeunes et qu'on va réincorporer dans le sol, etc. Ça, ce sont des choses que la nature n'a jamais fait. La nature, personne dans la nature n'arrache de l'herbe pour la jeter par terre. Aucun animal ne fait ça. Ça, c'est typiquement un comportement humain. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Encore une fois, je rappelle, un sol agricole, c'est un sol artificiel. Et donc, les pratiques qu'on va avoir dans nos sols artificiels, comme par exemple de mettre une couche de gazon, ce n'est pas quelque chose qu'il faut proscrire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un sol, à l'origine, si on élimine l'homme, si on oublie l'agriculture, à l'origine, ça mange quasi exclusivement ça. Alors au final, notre fumier, qui est un mélange de végétaux matures et de déjections animales, eh bien, il semblerait qu'on ne fasse pas une grosse bêtise, qu'on soit tout à fait raccord avec ce que la nature, ce que l'évolution avait prévu pour les sols, de digérer ces deux trucs-là. Et maintenant, j'aimerais vous faire bien comprendre un truc, c'est que on va s'intéresser par exemple au fumier de bovin. C'est un fumier que je maîtrise bien puisque j'ai des vaches. Et on va essayer de comprendre pourquoi un fumier à base donc d'éjection de bovin va être un plus pour votre sol. Et en quoi finalement un fumier c'est riche, c'est d'une très grande richesse pour votre sol. Bien entendu, ce qui vous vient en premier à l'esprit, c'est la richesse en éléments nutritifs. Si on regarde uniquement d'un point de vue, on va dire chimique, donc le N, le P, le K, etc., forcément, une déjection animale, c'est très concentré. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur, mais une vache, en 24 heures, une vache qui serait exclusivement nourrie à l'herbe, elle peut manger plus de 100 kg d'herbe. Et en 24 heures, une vache, ça fait entre 10 et 12 bouses. Et donc, vous comprenez bien que 100 kg d'herbe, ça représente un très gros volume. D'ailleurs, le volume du rumen de la vache, ça peut aller, en fonction des races et de l'âge de la vache, mais ça peut aller jusqu'à 200 litres. Donc, vous imaginez ces 100 kg d'herbe qui sont réduits à 10 ou 12 bouses. Eh bien, forcément, même s'il y a des éléments nutritifs qui partent avec l'urine, même si la vache a peut-être mis des éléments nutritifs dans son lait, ou bien peut-être qu'elle est en phase d'engraissement, donc elle en a gardé un petit peu. Malgré tout ça, forcément, la bouse, c'est quelque chose qui est hyper concentré en éléments nutritifs, puisque à partir de 100 kg d'herbe, on en a fait 10 ou 12 bouses, et 10 ou 12 bouses, ça rentre dans un carton grand comme ça, quoi. Donc forcément, il y a une richesse en éléments nutritifs pour le sol et pour les plantes. Donc ça, c'est ce qui vous vient peut-être à l'idée en premier, c'est le fait que le fumier, c'est concentré. Et dans les instants qui arrivent, je vais essayer de vous montrer une autre richesse qu'apportent les déjections animales à un sol. Ce n'est pas qu'une question d'éléments nutritifs. Là, on va s'intéresser vraiment au niveau biologique, au niveau des molécules organiques, au niveau de la matière organique. Qu'est-ce que ça apporte en plus?
Alors on va s'intéresser à mon magnifique dessin ici. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai dessiné parce que c'est quand même difficile à comprendre. Donc ça c'est on va dire un herbivore. Et puis dans le cas présent, ça va être un ruminant plus précisément. Et puis dans le cas présent, on va vraiment s'intéresser à la vache. Ici c'est sa bouse. Et puis ici c'est une brouette avec de l'herbe fraîchement coupée. Hein, vous imaginez, vous venez juste de tondre le gazon, là, vous avez mis votre gazon dans la brouette, et puis vous l'amenez à votre vache. Et moi, ce que je veux essayer d'expliquer ici, c'est que le contenu de cette brouette, lorsqu'il va passer à travers ma vache et son système digestif très complexe de ruminant, et que on imagine toujours ce même volume d'herbe qui serait ici réduit en bouse, eh bien je vais vous montrer que la bouse, elle apporte au sol une richesse incroyable et elle peut développer le fameux microbiote de votre jardin et des sols en général. Elle va permettre de favoriser la vie des sols, beaucoup plus que si vous ne mettiez comme ça votre gazon sur le sol. Et là justement, je reviens sur cette histoire de vegan, c'est-à-dire une personne qui ne consomme que des produits végétaux, qui s'interdit tout type de produits animaux, même le lait, les œufs, etc. Et donc qui ne mangent que des végétaux. Eh bien, on sait que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, elles ont un risque de développer des carences en une fameuse vitamine qui est la vitamine B12. Pourquoi? Parce que cette vitamine B12 n'est pas présente dans les végétaux. Les végétaux ne fabriquent pas la vitamine B12 et donc lorsqu'on mange des végétaux, on n'a pas notre dose de vitamine B12 et au bout d'un moment, alors on a une petite capacité à stocker la vitamine B12, c'est pourquoi ça met un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, quelqu'un qui ne se complémenterait pas avec une source de vitamine B12, donc pour les végétaliens, ce sont des comprimés, quoi, des trucs de l'industrie pharmaceutique, eh bien, en fait, on risque de développer une carence. Mais quand on consomme du lait de vache ou la viande de la vache, eh bien, c'est une source de vitamine B12. Alors, je rappelle rapidement ce qu'est la vitamine B12. Déjà, ce qu'est une vitamine, c'est une molécule organique. En fait, une vitamine, c'est de la matière organique. Ça répond à la définition qu'on avait donnée dans la toute première vidéo. Je vous avais dit que les glucides, les protéines, les lipides, etc., c'était de la matière organique. Eh bien, dans cette définition-là, vous pouvez rajouter les vitamines. Ce sont des chaînes carbonées qui sont synthétisées par le vivant et c'est de la matière organique. Et on peut même préciser que la vitamine B12, c'est un atome de cobalt qui est coincé, on va dire, dans des chaînes carbonées. Voilà, pour faire de la vitamine B12, il faut cet oligo-élément qu'est le cobalt. Voilà pour la petite précision. Et là, vous allez me dire quand même, mais attendez, si je mange de la viande de vache, j'ai une source de vitamine B12, mais la vache, elle mange que des plantes, alors que les plantes ne contiennent pas de vitamine B12. C'est quoi le truc? C'est quoi l'astuce? Bien là, ça revient aussi à quelque chose qu'on avait dit, c'est que le monde vivant est capable, par la réorganisation de la matière organique, de synthétiser des nouvelles molécules organiques. C'est encore une histoire c'est un puzzle, cette histoire de vivant. Le vivant, c'est un puzzle sans arrêt. Les êtres vivants sont en train de recombiner la matière organique. Je vous avais donné un exemple simple. Moi, si je mange un steak frites, mon organisme vivant est capable de synthétiser, à partir d'un steak frites, je peux synthétiser de la peau humaine, des cheveux, n'importe quelle cellule de mon corps, je peux la synthétiser à partir d'un steak frites. Donc j'ai bien réorganisé la matière. Eh bien, sachez que dans le système digestif de la vache, il y a des bactéries, dans le rumen de la vache, il y a des bactéries qui, à partir de ces végétaux, vont réorganiser la matière organique, les molécules organiques, et vont synthétiser de la vitamine B12. Simplement parce que dans ce fourrage, il y a des oligo-éléments comme le cobalt, mais qui n'est pas sous forme de vitamine B12, il est juste présent sous forme d'oligo-éléments dans les plantes. Et comme ce cobalt arrive dans la vache et que la vache, elle a encore une fois une certaine flore bactérienne, une vache en bonne santé, elle a une flore bactérienne qui est capable, qui contient certaines bactéries capables de synthétiser de la vitamine B12. Et ensuite, dans la suite du système digestif de la vache, au niveau des intestins, là, juste avant la fin,
eh bien cette vitamine B12, elle va passer dans le sang de la vache et puis du coup ça va être disponible pour la vache, elle va pouvoir l'utiliser pour elle, pour son organisme, du coup on va en retrouver dans sa chair et on va en retrouver dans son lait. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait, hein, c'est que le vivant est capable de complexifier les choses, c'est-à-dire que par exemple, on avait vu ça avec le sucre, hein, avec du sucre, les animaux sont souvent capables de synthétiser du gras, hein, avec l'histoire du foie gras. On avait vu ça. Eh bien, là, c'est pareil, voilà, à partir d'une boîte de végétaux, eh bien, les êtres vivants qui sont dans le rumen de la vache sont capables de synthétiser tout un tas de choses, dont la vitamine B12. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que un système digestif, c'est pas parfait. D'accord? C'est-à-dire que la vitamine B12, elle est générée ici au niveau du rumen, la vache va en prendre une partie à travers sa paroi intestinale, mais on va en retrouver où de la vitamine B12? On va en retrouver dans sa bouse. Et c'est là que je voulais en arriver, c'est que dans la brouette ici, zéro vitamine B12, on est passé à travers une vache, et à la fin, on retrouve un élément qui visiblement est quand même essentiel aux vivants, en tout cas à beaucoup d'êtres vivants, alors pas aux plantes, mais beaucoup d'animaux, peut-être des insectes, peut-être tout un tas d'animaux, peut-être que certains champignons ont besoin de cette vitamine. Là, de toute façon, on peut imaginer tout puisqu'on ne connaît pas tous les champignons du monde. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette molécule organique, quand vous étalez votre gazon sur le sol, visiblement, elle n'est pas présente. Par contre, quand vous amenez de la bouse d'une vache en bonne santé, vous allez en amener. Alors là, quand même, j'apporte une petite nuance sur cette histoire de vitamine B12, c'est qu'on a vu que c'était une bactérie qui est capable de synthétiser cette vitamine. Et d'ailleurs, les compléments alimentaires pour les véganes, ils sont obtenus à partir de cultures de bactéries, hein, dans des labos pharmaceutiques. On cultive des bactéries capables de synthétiser de la vitamine B12 et on récupère cette vitamine B12. Peut-être, mais là je n'en sais rien, peut-être qu'en étalant l'herbe sur le sol, dans le potager, peut-être qu'on va permettre à des bactéries présentes dans le sol de synthétiser de la vitamine B12. Là, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de publication. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que forcément, si vous apportez du gazon à votre sol, vous n'aurez pas de vitamine B12 au niveau de votre sol, et que vous n'avez qu'un moyen d'en avoir, c'est d'ajouter de la bouse. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand vous apportez de la bouse, là, vous êtes sûr que vous en apportez de la vitamine B12. Alors que là, il y a une inconnue. Alors maintenant, je voudrais que vous dézoomiez. Hein. On oublie cette histoire de vitamine B12, c'était juste un moyen de comprendre comment une molécule organique peut apparaître à travers un animal. Et puis ça permettait de faire un petit clin d'œil à nos amis véganes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le système digestif de la vache, il y a beaucoup de microbes, hein, d'êtres vivants qui sont de l'ordre des microbes, notamment beaucoup de bactéries, hein, c'est quand même le règne de la bactérie, mais vous avez des protozoaires, il y a même un petit peu de champignons, etc. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tous ces êtres vivants s'activent pour réorganiser, toujours cette idée de réorganiser les molécules organiques, hein, ils sont tous sans cesse en train de réorganiser des molécules, et du coup, ce qui ressort ici, c'est tout un tas de molécules organiques qui n'étaient pas présentes dans la brouette. Et par exemple, dans ces bouses, on va retrouver des enzymes qui ont été sécrétés par ces micro-organismes. On va retrouver des acides aminés, pareil, qui sont issus de cette digestion, hein, qui n'ont pas été prélevés par la vache, parce que je rappelle toujours que c'est pas parfait la digestion. Hein. Dans la bouse, on retrouve tout un tas de trucs qui auraient peut-être intéressé la vache, mais voilà, dans le processus de digestion, ça n'est pas passé à travers la paroi. Et c'est ça aussi la richesse de la bouse, hein. Ce n'est pas uniquement la concentration en nutriments, c'est aussi la richesse en molécules organiques diverses qui ne sont pas présentes dans le fourrage d'origine. Surtout que la digestion, encore une fois, n'est pas parfaite. Et en réalité, toutes les molécules que vous avez ici, les protéines, la cellulose, la lignine, etc., bien entendu, donc c'est réorganisé, donc une partie va disparaître, c'est normal, hein, la vache c'est un herbivore, donc elle va manger de la cellulose, donc elle va la faire disparaître. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la bouse, il y a aussi les molécules qui étaient présentes dans la boîte, en moindre quantité, mais elles sont là, elles sont disponibles. Là-dedans, il y a de la cellulose, des restants de cellulose, il y a des restants de lignine, il y a des restants, pareil, de protéines qui étaient dans la feuille verte, mais qui
à travers le processus de digestion qui n'est pas parfait, bah, vont se retrouver intacts. Donc non seulement dans la bouse, vous avez la diversité de molécules qui étaient présentes dans la boîte, mais en plus, vous ajoutez une diversité de molécules qui n'ont pu apparaître que en passant à travers l'animal. On peut aussi ajouter les molécules organiques qui sont sécrétées par la vache elle-même. La vache, c'est un animal qui va sécréter des hormones. Et dans la bouse des vaches, on retrouve des hormones. Et une hormone, eh bien, c'est une molécule organique, c'est de la matière organique. Et cette hormone, elle va servir aussi de nourriture à des êtres vivants. Quand on apporte du coup un cocktail riche en molécules diverses, ben, peut-être qu'on va réveiller certains champignons, certaines bactéries, même certains insectes, certains protozoaires, etc. Peut-être qu'on va réveiller et on va permettre à des êtres vivants de vivre parce qu'ils vont trouver un truc essentiel qui leur manquait. Encore une fois, on peut imaginer la vitamine B12. Imaginons qu'un champignon qui est très bon pour l'humification, par exemple, ait besoin de vitamine B12. Là, je suis en train d'imaginer, mais ça peut être une autre molécule organique. Imaginons que le champignon il a besoin de telle ou telle molécule, mais qu'elle n'est pas présente là, eh bien, il va avoir ici une source assurée de cette molécule et il va pouvoir se vivre, quoi. Hein, exactement comme un vegan a besoin de cette vitamine B12 pour vivre normalement, se reproduire, etc. Eh bien, peut-être que certains organismes du sol ont besoin de telle ou telle molécule qui ne peut apparaître que à travers le système digestif d'une vache ou d'un ruminant ou même d'un herbivore de manière générale. Voilà, donc là, normalement, vous avez bien compris pourquoi, de temps en temps, quand vous êtes sur un système de potager où vous mettez par exemple que du gazon, eh bien de temps en temps d'apporter un petit peu de fumier, donc un fumier qui contient des déjections animales, eh bien vous allez apporter des molécules qui peut-être ne sont pas présentes dans le gazon que vous apportez, et du coup vous allez réveiller et permettre la vie de certains organismes qui vont avoir besoin, pas forcément en grande quantité, mais en petite quantité de telle ou telle molécule organique, telle hormone, telle vitamine. Et puis on va revenir un petit peu sur les autres herbivores. Et d'ailleurs, on va se réintéresser rapidement à la vitamine B12. Alors là, c'est un petit peu plus pour la culture générale. Chez le cheval, par exemple, qui est aussi un herbivore, mais qui n'a pas du tout le même système digestif que la vache, il a un système digestif qu'on appelle de monogastrique, qui est en réalité assez similaire au nôtre. Donc il a un estomac dans lequel il va lui-même libérer des enzymes, des sucs, etc. pour dégrader la matière. Et ensuite, il a un système d'intestin comme nous, et là, ça va être un peu le domaine de la bactérie, justement, qui prend le relais et qui va continuer à digérer la matière. Et puis, voilà, ça passe après à travers la paroi intestinale pour aller dans le sang. La vitamine B12, en fait, elle apparaît à ce moment-là, elle apparaît dans les intestins, parce qu'il a aussi certaines bactéries qui sont capables de synthétiser de la vitamine B12. Et le cheval, il a par contre, vous voyez bien le ventre d'un cheval, c'est très gros. En fait, il a des boyaux, on va dire, plus gros. Et donc, il a une surface intestinale beaucoup plus grande que la nôtre. Et justement, ça lui permet d'avoir des digestions, déjà de digérer la cellulose. Hein. Il a des bactéries qui font une enzyme qu'on appelle la cellulase, hein, qui va venir attaquer donc la cellulose. C'est pourquoi le cheval est un herbivore et pas nous. Et puis, il a aussi des bactéries qui peuvent synthétiser la B12 et pas nous. Et donc, vous voyez, un système digestif d'herbivore monogastrique, on a aussi des choses qui se passent. Et dans un crottin, de la même manière, dans du crottin de cheval, on aura des choses, des molécules organiques qui vont être présentes et qui n'étaient pas présentes dans la ration initiale qu'on a donnée au cheval. Et le lapin également, c'est intéressant parce que le lapin, vous ne le saviez peut-être pas, mais le lapin, il est un petit peu coprophage. De temps en temps, il va manger ses crottes. Il va directement aller chercher certaines de ses crottes, pas toutes, il sait lesquelles en fait, il va les réingurgiter. La vitamine B12, elle est aussi synthétisée au niveau de ses intestins, mais l'intestin est trop court et la vitamine B12 n'a pas le temps de passer dans son sang. Et c'est le cas aussi pour d'autres vitamines, notamment des vitamines du groupe C, et puis aussi d'autres nutriments. Et en fait, du coup, cette habitude qui est normale hein, pour le lapin, si vous voyez votre lapin manger ses crottes, c'est normal, il est en capacité de refaire passer dans le circuit des crottes qui sont riches, notamment en B12, mais aussi en vitamine C, etc., et de les refaire passer dans son système, et du coup, ça va avoir le temps de passer la paroi intestinale, et du coup, quand on mange de la viande de lapin,
il y a de la vitamine B12. Mais voilà, c'est lié à ce comportement de coprophage, quoi. Et c'est, voilà, bon, c'était rigolo pour la petite histoire. Et on va voir encore un autre intérêt de la digestion, et notamment de la digestion des herbivores, j'insiste, et notamment des ruminants, comme la vache, la chèvre et le mouton, enfin la brebis. C'est le réajustement finalement de ce ratio cellulose-lignine. On a vu ici que les sols, de manière générale, ils ont coévolué avec voilà, des végétaux matures et du caca. Et en fait, ils sont bien armés pour manger ici des choses qui ont un ratio, on avait vu ça la dernière fois, je ne vais pas y revenir, on va dire lignine, cellulose, avec on va dire un maximum de lignine par rapport à une jeune herbe verte. Et puis on avait vu que ce déséquilibre aussi entre trop de bactéries, pas assez de champignons, ben, c'était peut-être pas une pratique durable dans le temps. Peut-être qu'on détruit un petit peu la structure des sols quand on s'oriente vers des systèmes qui sont trop bactériens et qu'il faut remettre un petit peu de diversité de champignons dans les sols, etc. Et souvent, on pense que quand on va amener de la bouse, du coup, ben, c'est qu'on risque de trop favoriser la bactérie. Et justement, avec les herbivores et notamment les ruminants, pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que la vache, quand elle digère ici, quand on lui donne, par exemple, donc, de la jeune herbe verte, donc très riche en cellulose, cette jeune herbe verte, vous le savez bien, si j'en fais un tas dans le fond du jardin, ça va chauffer, hein, et puis parce que c'est le domaine de la bactérie, hein, ça va être attaqué de toutes parts par tout un tas de bactéries parce que c'est riche en cellulose, et puis c'est riche en azote, hein, on avait vu ça, cette histoire de cessurène, c'est facilement dégradable, etc. Et donc on va favoriser la bactérie, favoriser aussi la minéralisation, peut-être au détriment de ce qu'on avait appelé l'humification. Mais quand on donne cette brouette de jeune herbe à une vache, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que la vache, c'est, on va dire, la panse de la vache, c'est le domaine de la bactérie. Il y a encore une fois d'autres petites espèces microscopiques, mais ça reste le domaine de la bactérie. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces bactéries? Justement, elles vont faire disparaître la cellulose. Je rappelle que la vache, c'est un herbivore, et que donc, justement, l'intérêt de lui donner de l'herbe, c'est qu'elle se nourrit finalement, elle tire son énergie de la cellulose. Mais la vache est incapable de digérer la lignine. En réalité, la lignine, chez la vache, c'est ce qui va jouer le rôle de fibre. Hein, c'est indigestible, et puis ça va se retrouver de toute façon dans la bouse. Et un petit peu comme chez nous, quand on mange des fruits et des légumes, on va digérer les sucres, on va digérer les protéines, voilà, on va encore une fois digérer ce qui est facilement digestible. Et puis chez nous, par contre, qui sommes incapables de digérer la cellulose, c'est la cellulose qui va jouer le rôle de fibre. Hein, quand on parle de fibre alimentaire, alors il y a d'autres choses, il y a les pectines, des choses comme ça, mais la cellulose, ça fait partie des fibres pour nous. Et c'est important pour la santé. Alors, c'est une question d'équilibre, comme toujours. Il ne faut pas trop non plus en manger. Hein, vous irez faire vos recherches là-dessus. Mais il faut un certain niveau de fibres pour assurer une bonne digestion. Voilà, ça assure différentes choses dans le processus de digestion. Et la vache, bah, elle, ses fibres, c'est plutôt finalement la lignine, puisqu'elle digère la cellulose. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que la bouse, bah, si à l'origine, on avait donc quelque chose de très jeune, très tendre, hein, de la belle herbe verte. Donc on avait beaucoup de cellulose et très peu de lignine. Et bien par le processus de digestion, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Comme on a consommé de la cellulose, mais qu'on n'a pas consommé de lignine, bah, cette espèce de ratio cellulose-lignine, eh bien ça revient finalement en faveur, on va dire, de la lignine. Hein. On n'est pas en train de fabriquer de la lignine, mais c'est une histoire de ratio, j'espère que vous comprenez. La cellulose diminue, donc bah, en proportion, à la fin, on retrouve finalement un produit qui est riche en lignine. Attention, encore une fois, la digestion, ce n'est pas un système industriel très efficace. Il y a aussi de la cellulose dans la bouse. Hein, tout n'est pas digéré. Et on se rend compte en réalité que la bouse, ce n'est pas le domaine de la bactérie. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les bactéries, elles s'en sont déjà occupées. Quand on apporte de la bouse à un sol, on n'est pas en train de faire exploser les bactéries. Les bactéries, elles ont explosé dans la vache. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Attention, ici on est dans un milieu un petit peu anaérobie. Alors, on a un manque d'oxygène et puis sur le sol, au contraire, on avait vu, on va plutôt chercher à avoir des systèmes oxygénés.
Néanmoins, ça reste des bactéries, et puis elles ont mangé ce qui était facilement digestible, et la vache a relargué ce qui était difficile à digérer, et un petit peu de reste de cellulose. En fait, la bouse, on se rend compte que pour faire de l'humus, la bouse, les crottes de chèvre, les crottes de mouton, c'est intéressant. Le crottin de cheval aussi, mais il faut savoir que le cheval est moins performant sur la digestion de la cellulose. Les ruminants sont les animaux les plus performants lorsque ça consiste à manger de la cellulose. Hein, c'est eux qui arrivent à en tirer un maximum de choses. Le cheval, lui, est moins performant, mais ça reste intéressant puisque malgré tout, le cheval, il a digéré un peu de cellulose et encore une fois, le ratio cellulose-lignine, voilà, il s'est rééquilibré en faveur des champignons. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'amusent à chercher des petits champignons pour rigoler, là. Hein, vous connaissez peut-être la chanson « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en description. Et dans la chanson, les gens, ils vont où? Ils vont chercher des petits champignons hallucinogènes, des psyllos, dans des prés, et notamment des prés à vaches. Hein, d'ailleurs, la présence de la vache est évoquée dans la chanson. Et cette petite chanson, hein, si vous allez cliquer sur le lien, elle va vous rester dans la tête et ça vous permettra de vous souvenir que la bouse, c'est aussi le domaine du champignon. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que aucune bactérie ne va s'attaquer à la bouse. On est bien d'accord. J'essaye de vous dire que finalement, ici dans la brouette, là on était clairement dans le monde bactérien, mais par le système digestif de la vache, en réajustant cette histoire de lignine-cellulose, eh bien, on permet l'émergence de davantage de champignons. En plus, ça nous permet de retomber un petit peu sur nos pattes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que, vous voyez, on a des champignons qui sont typiques de l'environnement de la bouse de vache de manière générale. Ça ne pousse pas forcément sur les bousses de vache, mais en tout cas, ces champignons-là, ces fameux champignons qu'ils recherchent dans cette petite chanson, eh bien, ils sont typiques des prés à vaches et des endroits où, à un moment donné, une bouse est tombée. Et donc là, ça permet de comprendre que ces champignons, très certainement, ils ont besoin d'une molécule organique, laquelle je ne sais pas, mais qui était présente dans une bouse, peut-être une hormone, peut-être une vitamine, on n'en sait rien. Et ça permet à ce champignon de vivre. Et si cette bouse n'avait pas existé, eh bien ce petit champignon n'existerait pas. Et moi-même, lorsque je me balade dans mes prés ou même sur mon tas de fumier, qu'est-ce que je vois des fois qui pousse directement sur un morceau de bouse? Des champignons. Hein, on est dans le monde du champignon avec la bouse en réalité, puisque le travail bactérien a été fait. Et il a été fait hors sol. Et finalement, la minéralisation des éléments facilement digestibles, ça a été fait dans la vache. Et puis avec ça, on a fabriqué du muscle, on a fabriqué du lait, on a fait grandir un veau, etc. Et on relargue un produit qui est équilibré pour les sols. Et bien, ça tombe bien parce qu'on avait vu que de toute façon, l'évolution sur Terre, elle avait quand même prévu que les sols digèrent des végétaux matures et des déjections animales, et notamment des déjections d'herbivores avec des ratios qui sont réajustés. Dans la nature, encore une fois, personne ne coupe l'herbe pour mulcher l'herbe, hein, ça, il n'y a que l'être humain qui tond l'herbe. Hein, l'animal, il prélève des jeunes herbes, il rééquilibre le ratio lignine-cellulose et il remet ça au sol. Et donc ce rapport lignine-cellulose, on avait vu que ça pouvait piloter la proportion champignons-bactéries, et puis ça permettait peut-être à davantage de champignons d'émerger, etc. Et c'est toujours finalement une notion, on se rend compte, d'équilibre, une notion d'essayer de favoriser un petit peu tout le monde, parce que tout le monde a un rôle à jouer dans le sol, et ce qui permet derrière d'avoir des sols résilients. Hein. C'est toujours un petit peu cette idée d'avoir un maximum de biodiversité pour atteindre une certaine résilience du milieu, hein, une certaine stabilité. Et donc, lorsqu'on apporte du fumier, eh bien, on apporte des choses, on l'a vu à travers toutes ces vidéos, qui sont plutôt équilibrées, hein, avec des cessurènes équilibrées, avec des taux de lignine, cellulose équilibrés, avec une diversité de molécules organiques très forte, etc. Et donc, on a beaucoup de chance derrière d'avoir des sols où va s'exprimer une vie très diversifiée et avoir une certaine résilience et avoir ce qu'on veut obtenir avec un sol vivant, donc des agrégats, voilà, tout un petit écosystème qui se crée et on essaye de favoriser ça. Et donc le fumier, je viens de vous le démontrer, est tout à fait en capacité de faire ça. Alors maintenant, on va dézoomer, puis on va regarder de manière générale au niveau de l'agriculture.
les limites quand même du fumier. Parce que là, on pourrait se dire, ouah, c'est génial, le fumier, vraiment, c'est génial, quoi. Et c'est génial, mais ça pose des problèmes. Parce que pendant toute cette démonstration, j'ai beaucoup parlé de ça, j'ai beaucoup parlé de ça, voilà, ça, et j'ai très peu parlé, hein, j'avais mis de côté la phase liquide des déjections, hein, ce qu'on appelle l'urine. Et c'est le problème de l'élevage, et notamment lorsqu'on met des animaux dans des étables, dans des bergeries, hein, lorsqu'à un moment donné, on est obligé donc de mettre des animaux sur un endroit donné, là, de les serrer un petit peu. Le problème, c'est que quand on travaille sur fumier, on va avoir une perte avec l'urine. Parce que l'urine, c'est compliqué. Mais quel que soit le système, même en système lisier, même avec une dalle parfaitement étanche au sol, etc., avec récupération des jus, etc., c'est compliqué de gérer ce truc-là parce qu'il y a de la volatilisation notamment. Et notamment, un truc important qui est dans l'urine, c'est l'azote. C'est cet atome finalement après lequel l'humanité court depuis la nuit des temps en agriculture sans vraiment le savoir, hein. À une époque, on ne savait pas ce qu'était l'azote, mais voilà, finalement, c'est ce qui fait toujours défaut pour pouvoir, ce qu'on appelle déplafonner les rendements, hein. C'est-à-dire que l'azote est toujours finalement le facteur limitant, en tout cas très souvent, et en tout cas dans l'histoire de l'agriculture et de l'humanité, ça a toujours été un facteur limitant à déplafonner les rendements. Et puis d'ailleurs, c'est très simple, à partir du moment où on a pu ajouter de l'azote de manière artificielle avec donc ce qu'on va appeler l'engrais de synthèse, et bien tout de suite, on a vu, hein, les rendements, ça a fait x3, ça a fait x4. Dans la gestion des excréments animaux, c'est compliqué l'urine. Il faut revenir un petit peu dans le temps. Les animaux, ils étaient dans des étables, et au tout début, hein, les étables, c'était de la terre battue. On construisait des murs, on faisait un toit, mais au sol, on n'avait pas le béton, on n'y mettait pas du carrelage. Donc, on avait de la terre battue. Et d'ailleurs, c'est aussi pourquoi on mettait de la litière, hein. C'était pour que les animaux ne patauchent pas dans cette terre battue, parce que si vous mettez pendant tout l'hiver des animaux sur terre battue qui font pipi, qui font caca, et ça va vite se transformer en un bain de boue, là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on mettait une couche de litière, ça faisait un espèce de feutrage sur le sol pour que les animaux n'aient pas les pieds dans la gadoue, quoi. Et autant on comprend bien que les déjections solides, ben, elles vont aller se coller sur les pailles, hein, sur les végétaux matures, donc ça c'est facile à récupérer. Autant il faut comprendre que l'urine, elle va traverser la litière, hein, ça va percoler. Et puis bah, ça va aller dans le sol, et puis bah, ça va aller dans la nappe phréatique, etc. Donc possiblement c'est une source de pollution, mais au-delà de ça, c'est aussi une perte en éléments nutritifs, et notamment en ce fameux élément qui est l'azote, qui est essentiel, hein, au processus de production agricole. Et dans notre petit cycle qu'on pourrait imaginer parfait, hein, c'est-à-dire que je fais des champs de céréales, je prends le blé, je mets les pailles sous les vaches, je coupe un peu de prairie, je coupe du foin, je fais du fumier, ce fumier, je le remets dans mes champs, j'en remets aussi un petit peu dans les prairies. Hein, on a l'impression que c'est vertueux, que les éléments minéraux, hein, sont recyclés, que ce recyclage qu'on avait vu dans la deuxième vidéo sur les minéraux se fait bien, etc. Mais en fait, non. On a une fuite d'éléments, notamment de l'azote, par les urines. C'est pas si vertueux que ça, l'utilisation du fumier et le fait de mettre des animaux en étable. Et bah ensuite, dans l'histoire, d'ailleurs, on peut y revenir. Après, on a commencé à mettre des pavés, etc., dans les étables. Mais même à travers les pavés, même si on arrivait à réceptionner un maximum de jus, il y avait quand même de la percolation, donc il y avait quand même de la fuite. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, l'urine, à partir du moment où l'urine quitte le corps de l'animal, en fait, dès le premier instant, la volatilisation de l'azote va commencer. Parce que l'azote est présent dans une molécule qu'on appelle l'urée, et l'urée est très rapidement dégradée dans le milieu. Voilà, il y a des bactéries partout qui sont capables de transformer cette urée, et très rapidement, ça va être transformé en ammoniac, et ça va partir dans l'air en fait. Et donc même si aujourd'hui on peut imaginer qu'on peut faire des étables parfaites où on récupère l'intégralité des jus, etc., eh bien quand bien même il va y avoir une perte en ammoniac, et d'ailleurs dans les élevages, l'odeur qu'on a souvent, bah, c'est en partie l'ammoniac, donc vous avez une perte d'azote quoi qu'il arrive. Dans les fosses à lisier, pareil, hein, il y a de la volatilisation. Donc en réalité, il n'y a pas encore de solution miracle à la récupération des urines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, l'urine,
La seule et unique façon de l'utiliser au mieux, c'est que l'animal urine directement dans le champ, et notamment dans un champ qui contient des plantes avec des racines. Parce que c'est très vite minéralisé et c'est très rapidement disponible pour les plantes, et il faut que ce soit récupéré rapidement. Et c'est comme ça qu'on limite la perte en azote, c'est vraiment en mettant finalement une vache dans une pâture. Mais à partir du moment où on commence à mettre une vache dans un bâtiment, que ce soit sur système fumier, que ce soit sur système lisier, il y aura de la perte. C'est pourquoi aussi dans l'histoire de l'humanité, les rendements agricoles n'étaient pas incroyables, quoi. Parce que voilà, il y a une fuite, notamment une fuite d'azote. Néanmoins, on peut pallier à ça. Justement, du coup, l'élevage devient un avantage. Hein. Certes, il va y avoir un petit peu de perte en azote, mais en cultivant des légumineuses, luzerne, trèfle, etc., donc soit dans des prairies multi-espèces, soit avec des luzernières, par exemple, en cultivant des légumineuses, on va capter l'azote de l'air, et donc on fait rentrer dans le système, hein, le grand cycle de la ferme, à l'échelle d'une ferme, on fait rentrer dans le cycle de la matière organique et de la fertilité, on fait rentrer de l'azote, hein, grâce à des plantes qui sont capables de prélever l'azote de l'air. Hein, vous savez ça, les légumineuses sont capables, en s'associant à des bactéries au niveau de leurs racines, de capter l'azote de l'air. Donc on fait rentrer dans notre petit système de l'azote, et ça permet finalement de compenser les pertes. Et c'est pourquoi d'ailleurs une des grandes révolutions agricoles avant celle qu'on a connue avec l'industrie, une des grandes révolutions agricoles, ça a été l'adoption un petit peu générale des légumineuses dans les rotations, hein, dans les assolements. Le fait d'avoir adopté la légumineuse, ça a fait un petit peu décoller les rendements en France. C'est là que l'animal aussi intervient, c'est qu'il est capable de valoriser la luzerne. Parce que moi, je ne sais pas manger la luzerne, je ne sais pas manger du trèfle. Et donc là aussi, l'animal a un rôle à jouer. Voilà, j'ai voulu un petit peu dézoomer, qu'on parle un petit peu d'agriculture de manière générale, parce que c'est une thématique quand même qui est aujourd'hui un petit peu essentielle, de voir ce qu'on veut comme agriculture pour demain, et avec cette histoire d'agroécologie, et puis d'agriculture un petit peu qui fonctionne bien en cycle, hein, pour le recyclage de la matière, on se rend compte que l'animal, il a un rôle à jouer, hein, et je vous l'ai démontré pour tout un tas de raisons. Il apporte de la richesse. L'animal complexifie, et notamment grâce à ses bouses, la vie qu'on va pouvoir voir émerger sur une ferme, hein, et notamment dans un sol agricole. Mais c'est aussi au niveau animal. Hein. Une bouse, ça favorise quoi? Ça favorise les bousiers. Et les bousiers, ils ont des prédateurs, ils ont des oiseaux qui vont les prédater, etc. Et donc vous voyez la puissance finalement de l'élevage sur une ferme, hein, c'est de créer une très forte biodiversité. Et si vous enlevez ça, si vous n'avez plus l'animal, que vous avez juste des engrais verts, des couverts végétaux que vous broyez et que vous couchez sur le sol, eh bien vous passez à côté de beaucoup de choses. Voilà, donc vous l'avez compris, de mon côté, je pense que nous avons besoin de l'animal dans les systèmes de production agricole, que ce soit à toute petite échelle ou à l'échelle du pays. On a besoin d'une agriculture qui associe les cultures à l'élevage, parce que ça permet derrière d'avoir une grande richesse qui apporte des environnements équilibrés et des gens équilibrés. Et je vous dis à la prochaine.